On va pas revenir sur les câbles, sinon on va faire trembler YouTube. Mais on va parler de l'acoustique parce que là, c'est quand même du beau boulot. Donc, tu en as parlé un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des enceintes montées dans un mur qui est soft-mounted ou hard-mounted? Qu'est-ce qu'on a derrière toi? Alors en fait, si tu veux derrière, le petit secret, c'est que tu as, je sais pas si tu vois la caméra, mais là en fait, il y a une ouverture qui te permet en fait d'accéder à la partie arrière, qui est donc des cloisons de placo, alors qui ont la particularité d'être montées. Je donne un peu les secrets, qu'ils sont montés sur des armatures en métal avec du liège, en fait, qui permet d'éviter, si tu veux, les vibrations. Et c'est des couches croisées de placo dans lesquelles on a créé des encastrements. On a posé les enceintes dedans, et à l'arrière de ce bass trap, tu accèdes, et c'est là où on a l'arrière des enceintes, et on a rempli de laine de roche tout l'accès en fait arrière. Tu t'en rends compte quand tu vas dans le local technique et que tu vas au fond, ce que tu m'as vu ouvrir tout à l'heure, où il y a toutes les machines et toute la partie nodale qui est donc de l'autre côté du studio. On parlait donc d'acoustique, un sujet hautement important en mastering. On peut aussi parler du coup de tes enceintes, puisqu'elles s'intègrent parfaitement à ton studio ici. Oui, alors on a la particularité d'avoir choisi le système d'InAudio. C'était un choix pareil qui a aussi été lié pour des histoires de budget. Parce qu'on avait pensé à d'autres systèmes au début, vers des TAC, il y avait les PMC aussi qui faisaient des systèmes qui nous donnaient un petit peu envie. Moi j'avais envie d'avoir des systèmes qui soient le plus droit et linéaire. Alors c'est vrai que ce n'est pas des systèmes très courants en mastering. Il y a quelques studios aux États-Unis qui sont en mastering, qui ont des M3. Il y a pas mal de studios de mixage qui sont avec des d'InAudio M3. La particularité c'est qu'on a eu cette pièce, l'acousticien donc qui est David Argeliès, on lui a donné aucune contrainte. La seule chose qu'on demandait, c'est de préserver la lumière du jour pour avoir la vue là sur l'église derrière. Et là, par exemple, il y a un super soleil, on voit le ciel bleu, c'est quand même très agréable. C'est la seule contrainte. Ce qui fait qu'il a pu vraiment donner libre cours à son envie pour faire la meilleure cabine possible en termes d'acoustique. Et si tu regardes l'angulation en fait des tweeters, la cabine elle est disposée, donc les enceintes sont légèrement inclinées pour que quand on est ici au sweet spot là, pile en dessous, au point d'écoute, on a pile le tweeter qui arrive au fait dans l'oreille. Et c'est vrai que cette cabine, elle a une écoute qui n'est pas flatteuse, qui est extrêmement droite, mais qui fonctionne très bien. Et c'est vrai que les ingénieurs du son sont très fans de l'endroit parce qu'ils sont en confiance. Et souvent, ce qu'ils me disent, ce qui est bien chez toi, on n'est pas trompé. Ici, le système, il est dur, il fait mal, ça fait pas forcément plaisir, mais quand on part, après, on est content et on n'a pas la déception post-mastering. Ça, c'est ce qui a beaucoup joué aussi sur l'image et la réputation de Globe Audio, c'est d'avoir un système qui soit droit. On en revient sur la conversation de tout à l'heure. Si tu bosses en analogique, chaque jour tu accueilles des artistes, et déjà avec des horaires qui sont quand même bien complexes pour moi, si derrière le téléphone se met à sonner parce que ce que tu as fait, ça va pas et il faut recommencer, pour moi, c'est injouable. Parce que chaque jour, j'ai un nouveau projet, des nouveaux artistes qui arrivent. Donc, j'ai besoin d'un système qui soit droit, fidèle. Et petite anecdote sur l'acoustique, mais qui est intéressante, c'est qu'en fait, là, donc, on est sur un étage. En dessous de nous, en fait, c'est une dalle de béton, puisque en dessous, on a ce qui est notre atelier, en fait, donc on a presque 3,50 m de hauteur. Et en fait, la chape est donc désolidarisée du sol, ce qui fait qu'en réponse au niveau des basses, on est complètement coupé. C'est un peu comme si on était, c'est même mieux qu'être monté sur des ressorts en ayant monté une dalle sur des ressorts. C'est que nous, on est sur une dalle au-dessus du vide. Et comment c'est découplé alors du coup? C'est c'est découplé parce qu'il n'y a pas de transmission, puisque la dalle ne touche rien. C'est une dalle qui est portée et qui est porteuse sur le bâtiment. Et ça, pour les basses, on avait à un moment accueilli la société Trinov, que tu connais, qui fait des très bons systèmes correcteurs acoustiques. C'est vrai qu'ils nous ont prêté leur système pour qu'on l'évalue. On n'a pas trouvé ça forcément inintéressant, mais quand ils ont posé leur micro et qu'on a fait l'analyse ici, ils nous l'ont même dit. Ils ont dit, à part dans le bas où il y avait un tout petite correction, ils nous ont dit, il n'y a rien. Et moi, honnêtement, le système Trinov, je l'ai gardé un peu pour faire des tests, mais en fait, ça n'amenait rien à notre écoute ici. Autant, je pense que ça peut être très utile. Je sais qu'il y a beaucoup de boîtes de post-prod, beaucoup de studios qui s'équipent avec ça, quand il y a moins de possibilités acoustiques. Mais nous, on a quand même fait les choses dans l'ordre, dans le sens où, quand on a ouvert ici, donc après 1 an et demi de conception et 2 ans de travaux, on a tout misé sur cette partie acoustique. C'est que cette partie acoustique n'a jamais bougé depuis 2005. Et pour info, ça va peut-être te faire rire, mais quand on a démarré les tests pour le live de Noir Désir, où ils ont essayé plusieurs studios, on avait
3 machines ici, c'est-à-dire qu'on avait la console DMX qui était devant, mais en termes de travail, j'utilisais l'EQ Manley, on avait le SPL qui est là, et le moteur de la M6000. C'est-à-dire que là, c'est vrai que tu arrives dans un Globe Audio où il y a voilà, énormément d'outils et plein de choses autour. C'est voilà, chaque année où on a pu, on a continué à investir. Mais quand on a ouvert ici, et ça pareil, tous les mixeurs qui ont connu, ou les artistes qui ont connu ici au départ, c'est ça qui était aussi un petit peu compliqué au départ, c'est qu'on avait tout mis sur l'acoustique, mais on avait 2-3 machines. Et vite, la réflexion, c'était, mais comment tu vas faire pour t'en sortir? T'as que ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas le choix de couleur d'EQ. J'avais qu'un EQ, c'était le Manley. Tout se faisait après avec la M6000. On avait quand même peu de choses. La chance, c'est qu'après, la sauce a pris. Et puis, au fur et à mesure, en gros, c'est pas compliqué. Hein, ça fait 20 ans qu'on existe. Chaque année où on a pu, on a investi dans une machine. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir une cabine équipée comme ça. Et c'est aussi parce qu'on a eu un rythme de quantité de projets hallucinant qui nous a permis de monter un peu en échelle. Mais on ne voulait pas faire l'erreur, mais souvent les gens, quand ils démarrent un projet, ils vont mettre les sous qu'ils ont ou le crédit qu'ils font, ils vont le mettre sur les machines. Le problème, c'est qu'après, quand le studio commence à tourner, tu n'auras jamais le temps de te réinvestir comme ça, de refaire des travaux, de refaire une acoustique. Donc nous, on a pris ce risque-là, c'est-à-dire de faire une acoustique top et après au fur et à mesure d'équiper. Voilà pourquoi dès le départ, alors on avait le petit studio de 97 à 99, de 97 à 99 dans le petit local et après jusqu'en 2005, mais ici on a tout de suite démarré avec un endroit assez poussé, quoi.